Vous êtes effectivement sur Djelia, notre histoire, notre héritage. Dans ce deuxième épisode sur l'histoire de Samori Touré, le génie militaire africain, nous abordons le chapitre 4. La guerre comme science sociale, doctrine, discipline et transmission. L'empereur du Haut-Niger, par son œuvre militaire, ne s'est pas contenté de constituer une force de combat. Il a bâti une doctrine, c'est-à-dire une manière d'envisager l'organisation de la guerre dans sa globalité, de la formation des troupes jusqu'à la circulation de l'ordre, du maintien du moral au contrôle des ressources. L'un des principes majeurs de cette doctrine repose sur une idée simple mais puissante. Une armée ne peut être efficace que si ses soldats sont préparés, encadrés, compris dans une logique de durée. Chaque homme mobilisé reçoit un armement approprié, une solde régulière et surtout une formation tactique, adaptée à son rôle et au type de combat envisagé. Les entraînements ne sont pas improvisés. Ils comprennent des marches forcées, des simulations de retraite, des séquences d'apprentissage du tir et également un effort constant pour transmettre la discipline du mouvement et du silence. La guerre, dans cette logique, cesse d'être un tumulte. Elle devient une science de l'efficacité collective. Les officiers, pour leur part, sont choisis selon leur capacité à transmettre des ordres clairs, à maintenir la cohésion dans des conditions adverses, à improviser dans l'urgence sans rompre avec l'alignement stratégique. Selon le capitaine français Étienne Péroz, en 1895, les colonnes de Samori manœuvraient parfois avec plus de coordination que les troupes européennes qui les affrontaient, et cela sans école militaire. Fin de citation. Pour garantir la fluidité des ordres, Samori développe un système de transmission multifonctionnel. C'est-à-dire, l'ensemble des messages circulent par estafette à cheval, par tambour codé et à partir de 1890, par clairon militaire, directement inspiré des unités françaises. Oui, l'adoption partielle de signaux en langue française n'est pas le signe d'un renoncement. C'est plutôt un pragmatisme stratégique assumé. Il a estimé que parler la langue de l'adversaire permettait de mieux l'anticiper. La structuration ne s'arrêtait pas à cet aspect martial. Le combat n'est jamais séparé des corps de la logistique qu'on a abordé plus haut. Et la discipline reposait sur un code de comportement, nourri par des valeurs sociales mandingues et parfois par des principes d'éthique islamique. Ce que le souverain construit là, c'est une véritable culture militaire autochtone, fondée sur la rigueur, la connaissance du terrain et l'idée que la souveraineté passe par la capacité à organiser la violence de manière structurée. Le lieutenant Sékou Diakité, lieutenant-colonel dans les cahiers de la SOC, nous dit « Samori, c'est la première armée ouest-africaine pensée comme un organisme structuré avec ses normes, ses codes, ses écoles internes. Une armée qui ne copie pas, mais qui invente. » Fin de citation. Place maintenant à la 5e partie de cet épisode. L'un des chapitres les plus fascinants et méconnus de l'épopée samorienne. On va parler là de son réseau de renseignements, à la fois organique, spirituel et technique. Un véritable système de renseignement africain pensé comme une arme à part entière. Chapitre 5. Le renseignement. Penser la guerre par l'intelligence du territoire. Dans la tradition militaire européenne, le renseignement est souvent perçu comme un auxiliaire de la guerre, mais chez le souverain du Wassoulou, il en constitue l'un des piliers essentiels. Non parce qu'il disposerait de technologies avancées, mais parce qu'il comprend avec une rare lucidité que voir l'ennemi, c'est déjà orienter l'issue du combat. Le capitaine Henri Gouraud et le lieutenant Étienne Péroz confirment que Samori recevait des informations très précises et rapides, parfois seulement 3 jours après un événement survenu à 500 km. Ce système
de renseignement repose sur une articulation précise. Cette intelligence repose sur un système à plusieurs cercles, ce que l'on peut voir sur cette illustration. Le premier cercle traite de la veille intérieure. Il s'agit ici de capter le pouls du territoire. Dans chaque village rallié, chaque carrefour commercial, des agents sont placés. Ce ne sont pas des espions au sens moderne du terme, mais des hommes de confiance, choisis pour leur discrétion, leur connaissance du terrain et leur capacité à lire les signes. Parmi eux, des marabouts itinérants, des commerçants en apparence neutres, des anciens captifs réinsérés, tous nourrissent un flux d'informations constant. Loyauté locale, tensions ethniques, déplacements suspects, fatigue des populations. Ce renseignement quotidien alimente la carte de l'Empire. Il permet non seulement de prévoir les révoltes, mais d'y répondre avec nuance, parfois par le dialogue, parfois par le déplacement d'une colonne punitive. Deuxième cercle, l'infiltration militaire, observée au cœur de l'ennemi. Le deuxième cercle concerne le front direct. Les éclaireurs du souverain ne se contentent pas de surveiller à distance, certains s'intègrent volontairement dans les dispositifs coloniaux. En tant que porteurs, traducteurs ou auxiliaires, ils notent les routes choisies, les chefs présents, les types d'alarmes et les routines logistiques. Leurs observations sont ensuite retransmises par messagers, souvent jeunes et rapides, capables de traverser de longues distances en évitant les points de contrôle. Le général Henri Gouraud, dans son ouvrage Souvenirs d'un Africain au Soudan, en 1939, j'ouvre les guillemets, Samori savait parfois que les Français arrivaient avant même que leurs propres officiers ne l'apprennent. Je ferme les guillemets. Le troisième cercle, il s'agit de l'intelligence technique. Capter, identifier, adapter. À partir des années 1880, il envoie des forgerons comme Moussa Kaba jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, sous domination française à l'époque. Leur mission, comprendre, voir comment on fabrique ces fusils qui changent l'équilibre du feu. De retour au Wassoulou, ces artisans dirigent des ateliers discrets, à la fois lieu de travail, de transmission et de production. Ils y fabriquent des copies fonctionnelles, approximatives, mais efficaces, de fusils européens. Samori fit notamment reproduire le fusil gras. On peut voir le modèle de 1874, un modèle à répétition, doté d'une culasse robuste. Les répliques artisanales équipaient ces unités d'élite, affirmant une autonomie logistique vitale. Il fit également copier des fusils à percussion. On peut voir le modèle Kropatschek de 1886, surnommé localement fusil à religion. Pourquoi fusil à religion ? Car leur puissance semblait surnaturelle à ceux qui ne les avaient jamais vus. Ces armes devenaient autant des outils militaires que des symboles mystiques. On disait qu'elles ne rataient jamais leur cible, sauf si Dieu s'en mêlait. Dans les camps de Bissandougou, les cartouches sont fondues à partir de métal recyclé, les crosses sculptées par des menuisiers du pays Thomas, et chaque réplique devient un acte de souveraineté. Cette démarche témoigne d'un esprit technicien, mais aussi politique, refuser l'imitation passive, mais capter l'efficacité adverse pour la réintégrer dans une logique autonome. Quatrième et dernier cercle, une centralisation maîtrisée. Tous les rapports convergent vers un conseil restreint, dirigé par Samori lui-même. Chaque décision militaire s'appuie sur des analyses croisées, informations du terrain, mouvements observés, rapports techniques. Ce n'est pas un instinct militaire, mais une intelligence collective structurée, visant au maintien de l'ordre impérial. Le lieutenant-colonel Diakité nous dit la chose suivante. Le renseignement n'était pas un instrument de surveillance, c'était une méthode pour maintenir l'Empire en mouvement, sans perdre sa cohérence. Fin de citation. Ce réseau, vivant, oral, souple, traverse l'Empire comme un système nerveux. Il précède les colonnes françaises, contourne les lenteurs administratives des ennemis, s'adapte au relief, au dialecte et au contexte mouvant. Dans un monde sans radio, sans carte imprimée, sans code crypté,
le conquérant invente une forme d'intelligence territoriale avant la lettre, un dispositif où la mémoire, l'observation et l'adaptation deviennent les meilleures armes. Dans le prochain chapitre, on découvrira l'armée à 3 étages, dans laquelle Samori a structuré son empire comme un organisme militaire vivant, capable de bouger sur plusieurs fronts. Chapitre 6. 3 étages pour une guerre, la stratégie comme architecture du pouvoir. Si la guerre est un art, alors il en fut non seulement le praticien, mais aussi l'architecte. Derrière l'image souvent simplifiée du chef cavalier menant des charges éclairs, se dessine une organisation complexe, fondée sur des principes de délégation, de circulation de l'information et d'adaptation au terrain. Dans l'ombre des affrontements visibles, il élabore ce que l'on pourrait appeler un système de guerre pyramidal à 3 étages, où chaque niveau est pensé dans son autonomie relative, mais toujours connecté à l'ensemble. Niveau 1, le niveau stratégique, la vision d'ensemble. Au sommet de cette pyramide, Samori trace les lignes du combat à venir. Il définit les zones prioritaires, identifie les frontières à défendre ou à céder, évalue les alliances possibles. Cette vision n'est pas du tout abstraite. Elle repose sur une connaissance intime du terrain, nourrie par ses années de commerce et d'observation. Entouré de conseillers choisis pour leur loyauté et leur capacité d'analyse, tels que Amara Diabaté pour les affaires militaires et Tassili Manga pour la diplomatie. Il ajuste la carte impériale selon l'évolution des menaces. Il sait que dans un monde en recomposition, la fixité, l'immobilité est une véritable faiblesse. L'adaptabilité, en revanche, devient une méthode de survie. Deuxième étage de la pyramide, le niveau opératif, les armées provinciales. Ce deuxième étage repose sur un réseau d'armées territoriales confié à des chefs de guerre appelés Keletigi. Chacun d'eux commande une force de 4000 à 6000 hommes et est réparti dans une province militaire avec une certaine autonomie de manœuvre. Ces chefs de guerre peuvent lancer des campagnes, organiser la défense de leur secteur, négocier avec les autorités locales. Mais attention, leurs actions restent alignées sur une vision impériale globale. Ils ne sont pas des seigneurs régionaux, ils sont les relais actifs d'une pensée militaire centralisée mais souple. Le lieutenant-colonel Diakité nous dit « Les armées étaient autonomes mais jamais hors de contrôle. Chaque victoire ou revers remontait jusqu'à Samori, qui ajustait sa carte mentale du terrain en fonction. » Fin de citation. Cette organisation en grappes régionales permet à l'Empire de résister simultanément sur plusieurs fronts. Quand les Français progressent à l'ouest, une colonne peut se replier pendant qu'une autre harcèle les Peuls au nord. La guerre devient une chorégraphie à plusieurs voix. Troisième et dernier étage de la pyramide, le niveau tactique, Bolo et Sofakun. Effectivement, à la base de ce système, on retrouve les unités de combat, proprement dites, les polos qu'on a déjà vus, qui sont composés d'une centaine d'hommes, mais les Sofakun, qui eux sont formés de la combinaison de plusieurs polos. Ces formations sont conçues pour être mobiles, disciplinées et autonomes en action. Chaque unité dispose de son encadrement, de son ravitaillement et de ses dispositifs de communication. Les ordres circulent par voie, tambour, cornes, puis clairon. Les manœuvres s'exécutent avec un souci permanent de coordination, même en l'absence de contact direct avec le commandement central. Ce système, que les observateurs européens peinent parfois à saisir, préfigure ce que la doctrine moderne appellera l'art opératif, c'est-à-dire la capacité à relier une stratégie générale à une multitude d'actions coordonnées sur le terrain. Selon Michal Timosky, dans son ouvrage Les structures politiques africaines, publié en 1987, Samori a inventé une armée capable de penser plusieurs guerres en même temps. Il a fait de son empire une machine de guerre à géométrie variable. Fin de citation. Ce que cette triple structuration révèle, c'est que l'empereur du Wassoulou n'a jamais considéré la guerre comme un enchaînement d'escarmouches. Assurément, chaque opération,
chaque repli, chaque attaque s'inscrit dans une vision beaucoup plus large. Faire de la conquête une institution, de la mobilité une doctrine et du combat un langage partagé. Yves Persson, dans son ouvrage Samori, Une révolution du là, dans le tome 2, nous dit la chose suivante: il faut lire l'empire du Wassoulou comme une machine. Chaque engrenage est mobile, mais relié. Fin de citation. Nous arrivons maintenant à un moment haletant de la vie du souverain du Wassoulou. En janvier 1886, la nouvelle circule à travers les sentiers poussiéreux et les relais de brousse. Kiniéra, ville stratégique de l'Est guinéen, près des frontières actuelles de la Côte d'Ivoire et du Mali, est passée sous protectorat français, sous domination. Une poignée de signatures, un drapeau planté, et voilà. Et voilà qu'une ville clé du Haut-Niger change d'allégeance, sans un mot adressé aux conquérants du Haut-Niger. Pour lui, cela peut se traduire comme un affront diplomatique, une provocation stratégique. Qu'importe. Ce qui est sûr, c'est qu'à Bissandougou, capitale de l'Empire, la tension est palpable. Le souverain ne dit rien. Il réunit ses chefs de guerre, fait envoyer des éclaireurs, pas de grands discours, pas de déclaration de guerre. Il refuse catégoriquement toute présence française dans ce secteur clé du Haut-Niger. Cela mettrait en péril le cœur de son empire, le Wassoulou. L'affront est public, la menace directe. Dans le silence du Wassoulou, Samori observe. S'apprête-t-il à courber l'échine, à négocier ou à faire trembler l'empire colonial? Vous le saurez dans le 3e et dernier épisode de Samori Touré. Restez à l'affût. Merci d'avoir écouté le 2e épisode de Samori Touré, le génie militaire africain. Djelia, notre histoire, notre héritage. Djelia, 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 Djelia.